Face à la lenteur de certaines procédures judiciaires, le législateur communautaire a prévu un outil de célérité plus efficace, l'injonction de payer. Une procédure simplifiée aux créanciers afin de faire valoir leurs droits sans passer par une procédure longue, coûteuse et parfois ennuyeuse. Mais comment fonctionne-t-elle concrètement? Quelles sont ses conditions? Quelles sont ses limites? C'est l'objectif de notre entretien d'aujourd'hui. Notre invité est magistrat de profession, président de la 3e section du tribunal de commerce de Conakry, président du Cercle Ouada de Guinée, où il est l'un des membres fondateurs, mais aussi membre du conseil d'administration de l'association des magistrats de Guinée, où il occupe les fonctions de secrétaire chargé de la communication et de la formation. Il est aussi titulaire d'un master en droit des affaires de l'université de Sonfonia, un autre master en droit de la propriété intellectuelle de l'université de Yaoundé, d'une licence en droit de l'arbitrage de l'école régionale supérieure de la magistrature. Il est connu pour la qualité de ses enseignements dans plusieurs facultés de droit. Inconditionnel de la tribune citoyenne, bienvenue parce que le débat, c'est tout de suite. Vous l'aurez compris, aimables téléspectateurs, notre invité est déjà installé. Monsieur le juge Malgloire Kouadio, bonsoir. Bonsoir, monsieur Lamou. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé d'être dans votre En tout cas, ça fait toujours plaisir parce que lorsqu'on parle du juge Malgloire Kouadio, beaucoup d'étudiants en faculté de droit s'identifient à lui. Notamment, on parle de la qualité de vos enseignements, votre parcours qui est aussi très inspirant. Et aujourd'hui, c'est une chance pour nos téléspectateurs de vous avoir, en tout cas sur un sujet aussi intéressant qui est l'injonction de payer. Mais avant, on va revenir un peu en droit Ouada de manière générale. Qu'est-ce qu'on peut retenir du droit Ouada? Parce qu'il y a beaucoup de non-juristes qui nous regardent. Par endroits, ils sont frottés dans la pratique au droit Ouada sans le savoir, les actes uniformes, la réglementation. Mais aujourd'hui, puisqu'on vous a, on a la chance, bien entendu, que vous soyez sur notre plateau. Et votre parcours démontre aussi que vous êtes président du Cercle Ouada de Guinée. Alors, monsieur le juge, c'est quoi le droit Ouada? Merci bien, monsieur Lamou, de l'opportunité que vous m'offrez pour m'exprimer à votre tribune, la tribune citoyenne de la radio mère, la RTG. D'accord. Et merci aux aimables téléspectateurs de nous suivre. Comme vous l'avez dit, le droit Ouada, c'est aujourd'hui un droit qui inspire. Le droit Ouada, c'est le droit qui est issu du traité de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. D'accord. Alors, cette organisation est née un 17 septembre 1993 à Port-Louis. Et cette organisation a pour but d'unifier le droit des affaires dans les États membres. Aujourd'hui, nous comptons 17 États membres, y compris la République de Guinée, qui a adhéré à cette organisation autour des années 2001 et 2002. Et donc, cette organisation, comme je le disais tantôt, a pour but d'unifier, d'uniformiser la pratique du droit des affaires dans les États membres. Et donc, lorsque vous prenez ce droit, il est aujourd'hui composé de divers actes uniformes. Les actes uniformes sont les textes normatifs qui sont pris par le législateur communautaire, qui est le Conseil des ministres de l'Ouada, parce que l'Ouada a des organes. Ces institutions, ces organes qu'on appelle donc institutions, sont à la tête la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Elle regroupe les chefs d'État et les chefs de gouvernement des États membres. Et à la suite de cet organe, vous avez le Conseil des ministres de l'Ouada. Le Conseil des ministres, c'est l'organe législatif en tant que tel. C'est l'organe qui adopte les actes uniformes, qui joue un peu le rôle des assemblées nationales dans nos États partis. Et après cette institution, vous avez la Cour commune de justice et d'arbitrage, la CCJA, qui a son siège à Abidjan, qui est l'organe juridictionnel suprême de l'Ouada. L'organe juridictionnel suprême parce qu'il remplace l'organe les cours suprêmes des États partis. De sorte que lorsque les décisions sont rendues dans les États partis au niveau des cours d'appel, c'est cet organe qui est en charge d'harmoniser l'application des actes uniformes. Est-ce que tel cour d'appel a appliqué le droit Ouada tel que convenu? C'est la CCJA qui est en charge de qui a cette responsabilité. Donc en dernier ressort. En dernier ressort, donc c'est elle qui connaît les contentieux nés de l'application des actes uniformes. Et donc au niveau de cette cour, il y a des juges
Contrairement à nos États où il n'y a que des magistrats qui rendent la justice, au niveau de cette cour, il n'y a pas que les magistrats. Il y a des professeurs de droit, il y a des avocats qui peuvent également être juges au niveau de cette institution. C'est pourquoi eux, ils n'ont pas l'appellation de magistrat, mais plutôt l'appellation de juge. Et on a la chance d'avoir un ressortissant guinéen qui est là-bas en ce moment, à la personne de Maître Joachim Bilimou, qui est à la suite du président Feu Fodé Kanté, qui a été le premier Guinéen à siéger dans cette institution. Donc vous voyez donc la Guinée joue sa partition dans cette institution-là également. Et après vous avez le secrétariat permanent de l'OHADA, qui est l'organe exécutif qui met en œuvre toutes les recommandations que le Conseil des ministres adopte ou que la conférence des chefs d'État aura adoptées. Et cette institution est accompagnée par l'École régionale supérieure de la magistrature, qui est en charge de la formation des personnes en charge d'appliquer le droit OHADA. Mais au niveau des États également, il y a ce qu'on appelle les commissions nationales OHADA qui ont été mises en place récemment à l'occasion du dernier Conseil des ministres, parce que la commission existait déjà, mais il y a un cadre normatif qui a été pris pour cette commission nationale. Pour désormais, voici l'organe qui doit être créé dans chaque État partie pour mettre en œuvre les recommandations de l'OHADA. Ces commissions nationales sont au niveau de tous les États membres également. Ici, cette commission est présidée par le président Sékou Kandé, qui a remplacé le président Pierre Lama à la tête de cette institution. Alors, on sait déjà beaucoup d'entrées de jeu sur le droit OHADA de manière générale. Alors, on va aller plus sur des questions un peu plus précises. Aujourd'hui, le droit en matière de OHADA, on a combien d'actes uniformes? À date, nous avons 11 actes uniformes. Comme je l'ai dit, les actes uniformes constituent les textes normatifs qui ont été adoptés par le Conseil des ministres de l'OHADA dans chaque matière spécifique. Donc chaque matière, en droit d'assurance par exemple, ou autre? Alors, pour le moment, il n'y a pas eu un acte uniforme sur le droit des assurances. Il y a un acte uniforme sur le droit de l'arbitrage. L'arbitrage, c'est un mode de règlement amiable des différends. Il y a un acte uniforme sur la médiation. Ces deux constituent les modes alternatifs de règlement des différends. Et la particularité de ces actes uniformes pour la Guinée, c'est que l'acte uniforme sur la médiation a été adopté en Guinée en 2017 et celui sur l'arbitrage a été révisé en Guinée également. Vous savez qu'en 2017, la Guinée a assuré la présidence du Conseil des ministres de l'OHADA et donc c'est à cette occasion que ces deux actes uniformes, l'un a été révisé, l'autre a été adopté. À côté, vous avez un acte uniforme sur le droit commercial général. Cet acte uniforme définit concrètement qu'est-ce qu'on appelle acte de commerce, qui on appelle commerçant, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour être commerçant, quelles sont les obligations du commerçant, quels sont également les droits que le statut de commerçant vous confère. Vous avez pas mal d'éléments qui entrent dans cet acte uniforme. Ensuite, vous avez un autre qui est relatif au droit des sociétés, un autre au transport de marchandises par route, au droit des sûretés. Il y a également celui relatif au droit comptable et à l'information financière, aux sociétés coopératives, pour ne citer que ceci. Et bien entendu, à celui relatif aux procédures simplifiées de recouvrement des créances, autour duquel nous allons longuement échanger cet après-midi. Alors, on sait déjà que le droit OHADA est très bien garni par des textes, comme vous l'avez constaté, beaucoup d'actes uniformes, au total 11, vous dites, monsieur le juge. Alors, on va revenir maintenant au sujet qui nous réunit, ce sujet essentiel, qui n'est autre que l'injonction de payer. Alors, c'est quoi l'injonction de payer? Alors, comme je le disais, j'ai terminé par parler de l'acte uniforme sur les voies de recouvrement des créances, les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution. Cet acte uniforme a pour particularité de faciliter le recouvrement des créances. Alors, les créances, c'est en termes plus simples, les dettes. Quelqu'un vous doit de l'argent, comment vous pouvez facilement entrer en possession de votre dû? Alors, parmi les mesures mises en place par cet acte uniforme, il y a la procédure d'injonction de payer. L'injonction de payer, le législateur n'a pas donné de définition spécifique, mais dans les faits, l'injonction de payer, cette procédure consiste à une mesure d'exécution accélérée, rapide, simplifiée, qui permet à un créancier, c'est-à-dire à une personne à qui on doit de l'argent, d'entrer en possession de ce qu'on lui doit sans avoir à se casser beaucoup plus la tête. C'est une procédure simplifiée de recouvrement des créances qui est mise en place par le législateur OHADA pour permettre aux créanciers de rentrer facilement en possession de son dû. Alors, après qu'on ait défini ce que c'est brièvement l'injonction de payer, alors quelles sont les conditions pour
déclencher cette procédure? On parle parfois de la créance, on parle de caractère lié à la créance, on parle même de la nature de la créance. Et aujourd'hui, on a la chance de vous avoir. Aidez-nous à mieux comprendre. Alors, pour recourir à la procédure d'injonction de payer, comme vous le dites, il y a bien sûr des conditions, comme en matière de procédure, de droit processuel, toutefois. Alors, les conditions qui sont posées par le législateur communautaire sont que la créance doit être certaine, elle doit être liquide, elle doit être exigible. D'une part, voici les triples conditions qui doivent être obligatoirement observées déjà. Ça, c'est par rapport au caractère de la créance. La créance doit également avoir, soit être de nature contractuelle, c'est-à-dire elle doit résulter d'une relation contractuelle entre les parties, ou elle doit résulter d'un effet de commerce, de l'émission d'un effet de commerce revenu impayé, l'acceptation d'un chèque, l'acceptation d'une lettre d'un warrant, d'une lettre d'échange. Vous voyez par exemple, la statut de la créance, on dit que c'est la créance ne doit pas être contestée. Il me doit 10 millions. Qu'est-ce qui prouve qu'il vous doit 10 millions? Voici le contrat en exécution duquel il me doit 10 millions. La créance doit être liquide, ça veut dire qu'on doit pouvoir évaluer la créance, déterminer le montant de la créance. On ne doit pas pouvoir, le requérant ne doit pas par exemple dire j'ai l'impression qu'il me doit à peu près 30 millions. Il doit être précis et les actes qui doivent soutenir sa requête doivent permettre au juge, au président du tribunal qui va prendre la décision, d'être sûr que oui, cette créance est certaine, il n'y a aucune contestation. L'autre condition, c'est l'exigibilité, c'est-à-dire elle doit arriver à expiration. Il devait me payer le 30, on est aujourd'hui le 5, donc normalement, depuis le 30, je devais avoir mon argent, le 30, il n'a pas payé, on est le 5 du mois suivant, donc je pense que ma dette est exigible. On revient par rapport à la nature, vous avez dit tout à l'heure que la nature doit être soit contractuelle ou un effet de commerce, donc ou cambiaire par exemple. Donc parfois, ce qui voudrait dire que si par exemple c'est la résultante d'un dommage, on ne peut pas en principe appliquer la procédure d'injonction de payer. Non, on ne peut pas recourir à la procédure d'injonction de payer lorsque la créance, l'origine n'est pas contractuelle. La créance résulte par exemple d'un dommage. Vous m'avez causé un préjudice, on a évalué. Alors, si par exemple l'évaluation n'est pas contradictoire, parce que là également, si la créance est née d'un dommage et qu'après il y a une reconnaissance, je vous dis, vous m'avez causé tel préjudice, voici l'évaluation de ce préjudice et que le montant que vous devez me payer c'est 10 millions que vous acceptez, là déjà il y a un contrat qui est né. On pourra dire là, à partir de là on peut recourir à ça parce qu'il y a une acceptation en retour. Mais par exemple dire que bon, j'ai été victime de vol, j'ai engagé la procédure, j'estime que le dommage que j'ai subi est évalué à 10 millions, donc je recours à la procédure. Ne peut pas bénéficier à la procédure en pareille circonstance. Alors, après qu'on ait compris déjà ce que c'est l'injonction de payer, les conditions, notamment les caractères de la créance, mais aussi la nature de la créance, on va alors rentrer un peu plus en profondeur, savoir comment on déclenche cette procédure, pratiquement dans la pratique. Comment ça se fait? Alors, la procédure en tant que telle se déroule en deux phases. Il y a une première phase qui est gracieuse, qui n'est pas contentieuse, et une autre phase qui est cette fois-ci contentieuse. Alors j'utilise des termes non contentieux entre griffes parce que quoi qu'il arrive, dès qu'on recourt à la justice, déjà il y a un contentieux. Voilà. Alors, elle est gracieuse parce que à cette première phase, ce n'est que le demandeur qui vient parler. Entre griffes, c'est le créancier. C'est celui à qui on doit l'argent qui vient parler. Alors, elle commence par une requête. Quelle est la juridiction compétente? Alors, chez nous, la juridiction compétente dans le cadre de Conakry, c'est le tribunal de commerce de Conakry. Alors, lorsqu'on sort de Conakry, ça sera le lieu, je prends par exemple le Koya, si le débiteur a son domicile à Koya, ce sera le tribunal de première instance de Koya qui va siéger cette fois-ci en matière commerciale. Parce que vous savez, la loi sur la juridiction de commerce permet, en Guinée, la loi sur la juridiction de commerce permet que les autres juridictions, en dehors de la zone spéciale du tribunal de commerce de Conakry, puissent connaître des contentieux commerciaux dès lors que le débiteur a son domicile dans ces ressorts-là. Et donc pour le cas spécifique de Conakry, la zone spéciale de Conakry, c'est le tribunal de commerce qui va connaître ce litige. Et donc le créancier va adresser une requête
au président du tribunal de commerce, parce que là également il faut faire la nuance, ce n'est pas le tribunal de commerce qui est en charge de cette première phase-là, mais c'est le président du tribunal de commerce. Donc c'est le président du tribunal de commerce qui est saisi. Qui est saisi de la requête. Parce que vous savez, il y a beaucoup de non-juristes qui nous regardent. Bien sûr. Alors, dans une requête, une telle requête, quelles sont au minimum les mentions obligatoires? Alors, cette charge revient un peu aux huissiers, parce que ça peut être les surcoms, parce que l'huissier peut faire la requête, tout comme le créancier lui-même peut le faire, tout comme il peut le faire par voie d'avocat. Dans tous les cas, les pièces qui doivent accompagner la requête doivent être celles qui soutiennent la créance. Rappelez-vous, on a dit tout à l'heure que la créance doit être certaine, liquide et exigible. Et le législateur communautaire impose que les pièces qui accompagnent la requête soient présentées soit en originaux ou en certifié copie conforme. Je dis par exemple, dans ma requête, je suis monsieur tel, domicilié ici, de nationalité guinéenne, voici ma profession. Je viens vous solliciter auprès de vous l'obtention d'une ordonnance d'injonction de payer contre monsieur X qui me doit de l'argent. Je le décris également. Il me doit 10 millions. Ça, j'ai exprimé le montant. Alors, il faudrait que j'indique l'origine de cette créance-là. Là, on dit la créance, si on dit la créance contractuelle, je dois pouvoir dire cette créance est née d'une relation contractuelle que nous avons eue, telle. Pièce numéro 1, par exemple, voici la copie du contrat. Si ce n'est pas l'original que je dépose, je certifie copie conforme que je dépose. Et ensuite, je dis, voici les factures qui ont été émises, elle a été acceptée, voici les bons de commande, les bons de livraison, voici toutes les pièces qui soutiennent ma créance. Voici par exemple la date d'échéance de paiement, tout est dans le contrat. Je dois pouvoir soutenir toute ma requête là par les pièces. Et donc, lorsque je dépose la requête, le président examine. La requête est adressée au président du tribunal. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le tribunal qui est saisi de cette requête-là, parce que dans la phase gracieuse, c'est le président du tribunal qui est compétent. Parce que dans toute juridiction, il y a deux juridictions en tant que telles. Il y a la juridiction présidentielle et il y a le tribunal lui-même. Et donc cette première phase, c'est le président du tribunal qui est en charge de cette phase-là. Et donc lorsqu'il est saisi, il vérifie. Il vérifie les pièces. Est-ce que la créance est certaine? Il vérifie, oui, la créance est certaine. Est-ce qu'elle est exigible? Est-ce qu'elle est liquide? Si le président constate par exemple que les pièces que vous avez versées, le montant qui est justifié, c'est par exemple 40 millions, alors que vous demandez 100 millions, la loi lui donne la possibilité de retenir le montant qui est justifié. Le montant qu'il estime être certain, il peut prendre l'audience dans ce sens-là. Il n'est pas obligé de vous suivre parce que vous avez demandé 100 millions et il vous accorde directement 100 millions. Alors, lorsque le président est saisi d'une telle requête, l'acte uniforme apporte une innovation à partir de 2023 avec la révision de l'acte uniforme pour dire que désormais, le président a 3 jours pour répondre à la requête. Il doit pouvoir vous dire, je suis d'accord, j'ai examiné votre requête, elle est fondée, je prends l'ordonnance. Ou bien je constate que la requête n'est pas fondée, je rejette. Avant, la loi n'imposait pas un délai au président, on lui disait simplement de travailler dans un délai raisonnable. Maintenant, le législateur a modifié pour dire qu'il a un délai de 3 jours pour prendre son ordonnance. En tout cas, parce que généralement beaucoup de justiciables se plaignent de cette histoire de délai raisonnable, on dit généralement c'est un délai parfois qui permet à certains juges, notamment de se cacher derrière cette expression pour tarder ou retarder parfois les décisions de justice. Notamment la particularité du droit Ouada, c'est vouloir en tout cas mettre en place des mesures accélérées, telles que l'injonction de payer. Mais parfois une question revient que lorsqu'il y a défaut de paiement, qu'on doit faire un protêt. À quel niveau intervient le protêt qui est fait par l'huissier de justice? Alors ça revient un peu en arrière. Ça vient un peu en arrière. Je prends par exemple, on a dit lorsque la créance est l'origine contractuelle ou elle résulte d'un effet de commerce. Je prends l'hypothèse où vous émettez un chèque. Un chèque de 50 millions, je le souhaite bien, que vous me donnez un chèque de 50 millions et que je me présente à votre banque. La banque me dit que non, je ne peux pas payer ce montant. Je demande à la banque, mais pourquoi vous ne me payez pas? La banque me dit, bon, le montant qui est dans le compte ne nous permet pas de payer. Alors, je fais venir un huissier qui dresse protêt pour dire que bon, la banque déclare qu'il n'y a pas ce montant dans le compte. Donc, provision insuffisante. À partir de là, la créance est exigible. Et donc, si je viens avec ce protêt devant
ça soutient ma requête. Pour lui, il a émis un chèque. Je me suis présenté à la banque. La banque a estimé qu'il n'y a pas ce montant. Voici la preuve de l'absence de provision. Le président du tribunal est à même de prendre l'ordonnance sur la base de ce protêt-là pour condamner, pour me donner un titre. Parce que l'ordonnance d'injonction de payer, c'est un titre qu'on me donne. Okay. C'est un titre exécutoire qu'on me donne pour aller entrer en possession, pour mettre en œuvre le recouvrement de ma créance. Et donc, lorsque j'ai ce protêt-là, je me présente devant le juge avec ma requête, il doit pouvoir signer mon ordonnance. D'accord. Tout à l'heure, vous étiez au niveau de la procédure non contentieuse. Vous avez dit que le président du tribunal, lorsqu'il est saisi, la loi lui impose un délai de 3 jours. Est-ce qu'il peut aller au-delà? Est-ce qu'il y a des exceptions? Alors, le législateur communautaire impose 3 jours. 3 jours. Il pose véritablement 3 jours. Il n'y a vraiment pas de marge de manœuvre pour le président de sortir de là. Mais dans les faits, il peut arriver par exemple qu'il y ait impossibilité pour le juge de statuer dans ce délai. Une requête qui vient par exemple vendredi. On sait déjà que quand on dit 3 jours, le délai de compte varie selon qu'on soit dans les délais en mois ou en jours. Mais dans tout état de cause, ce qu'on demande au juge, c'est c'est de traiter la procédure avec célérité. Parce que c'est une mesure de recouvrement accélérée. Et donc, c'est d'inviter le juge à aller dans la célérité. Parce que même si le législateur ne sanctionne pas une ordonnance qui est prise 5 jours après par la nullité, par exemple, mais on censure l'attitude du juge par une faute professionnelle. Le juge qui retient une procédure, une requête qui répond 10 jours après, on estime qu'il a quand même commis une faute parce que la loi lui commande d'agir dans le délai de 3 jours. Et donc lorsqu'il prend une ordonnance dans ce délai-là, le requérant vient récupérer son ordonnance. Le délai qu'on lui impartit, ce n'est pas seulement au juge qu'on impartit ce délai. Même la partie qui a bénéficié de l'ordonnance a également des délais parce que vous ne pouvez pas recourir à cette procédure-là et vous-même vous voulez traîner les pas. Vous prenez l'ordonnance et vous asseyez dessus. C'est pourquoi la loi impose à toutes les parties d'être diligentes. Et quand elle reçoit l'ordonnance, elle doit également signifier à l'autre partie, si je ne me trompe, le délai, je crois, c'est 3 mois, pour permettre à l'autre partie d'être informée. Et celle-ci également a un délai de contestation pour dire que non, je ne suis pas d'accord de l'ordonnance qui est prise contre moi. Peut-être que vous avez déposé comme pièces qui ont soutenu votre requête que je vous dois 100 millions, alors que moi j'ai payé déjà 30 millions. Et donc je veux aller devant le juge pour discuter de cette procédure-là. À partir de là, dès lors que le juge a pris l'ordonnance d'injonction de payer, la phase gracieuse tombe. À partir du moment où l'ordonnance est prise, la phase gracieuse tombe. Et on dit, puisque l'ordonnance, la requête, lorsqu'elle saisit le juge, il y a 2 voies. Soit le juge prend une ordonnance d'injonction de payer, auquel cas le requérant doit signifier l'ordonnance au débiteur qui a un droit d'opposition, ou le juge rejette la requête et, contrairement à l'ancien acte uniforme, la loi impose cette fois-ci de motiver sa décision. Pourquoi il rejette? Peut-être le juge va dire que bon, je rejette parce que la créance n'est pas certaine, la créance n'est pas liquide ou la créance n'est pas exigible. À supposer que votre créance, dans le contrat, c'est le 31 décembre 2025 qu'on doit vous payer. Vous me saisissez à partir du mois de novembre là, le juge est fondé à dire que non, pour le moment ce n'est pas la peine de recouvrement. Donc je rejette et quitte à vous d'attendre à partir de cette période-là. Alors tout à l'heure dans votre réponse, un élément est ressorti, c'est que le débiteur a la possibilité de faire opposition. C'est quoi une opposition? Tout le monde n'est pas juriste, je le rappelle. Alors c'est quoi une opposition? Alors l'opposition, c'est la voie de recours qui est ouverte au requérant, au débiteur, pour lui permettre de venir discuter de la décision qui est prise contre lui. Qui est vraiment différente de l'opposition qu'on voit en termes politiques. Non, c'est assez différent. C'est assez différent. C'est vraiment les voies de recours judiciaires qu'on connaît. Comme si on parlait de l'appel de l'opposition. Alors l'opposition, on sait, c'est une voie de recours qui est ouverte à une personne qui a été jugée à son insu. Alors, dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, je l'ai dit tout à l'heure, la première phase étant gracieuse, elle se fait à l'insu du débiteur. Donc, lorsqu'elle reçoit l'ordonnance d'injonction de payer, si l'ordonnance lui est signifiée, bien entendu, ou si l'ordonnance ne lui est pas signifiée, on a commencé à exécuter, il reçoit le premier acte d'exécution, il est informé, il a un droit d'opposition. Lorsqu'il vient, cette fois-ci, elle se fait par voie d'assignation. On a dit tout à l'heure que le requérant, lui, vient par voie de requête. Il vient seul en catimini pour venir dire au juge
tel me doit de l'argent, voici les pièces, voici. Le juge prend une décision sur ces simples déclarations, lui seul. Le débiteur, lui, il ne vient pas en catimini. La loi lui dit, tu n'étais pas là. Quand il est venu faire les déclarations avec des pièces, on a dit que tu dois lui payer de l'argent. Si tu veux venir discuter cette fois-ci, informe-le. Tu informes le créancier pour dire tu es allé seul obtenir une décision contre moi. Je suis venu, je t'invite à aller de manière contradictoire, on va discuter. D'accord. Tu informes le greffier, le chef de greffe de la juridiction qui a pris l'ordonnance, pour dire attention, il est venu prendre une décision contre moi ici. Je viens pour ne pas que vous lui remettez un certificat de non-opposition parce qu'on doit aller discuter. Est-ce qu'il y a un délai accordé au débiteur pour faire opposition? Et il dispose d'un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision, de l'ordonnance. Donc si l'ordonnance lui a été signifiée, il a un délai de 10 jours. Alors ce délai est repoussé selon le droit commun des États partis en tenant compte des délais de distance. Si par exemple vous et votre débiteur vous n'êtes pas dans le même ressort juridictionnel, il va sans dire que c'est le droit national qui tient compte de certains délais. On ira parfois à 30 jours, à 2 mois, selon qu'il soit dans l'État parti ou dans l'État où vous êtes ou selon qu'il est en dehors de l'État, selon qu'il soit en Afrique ou selon qu'il soit en Europe ou en Amérique. Et donc, il doit également informer l'huissier, parce que c'est l'huissier qui va faire la mesure d'exécution, pour lui dire attention, le titre que tu as n'est pas un titre définitif, donc ne le mets pas en exécution. Donc, il doit informer ces 3 parties, le créancier, le chef de greffe et l'huissier de justice pour leur dire je ne suis pas d'accord de cette décision-là. Allons devant le juge, on va aller discuter à nouveau de cette procédure. Alors, cette fois-ci, elle devient une phase contentieuse et donc le juge est saisi. Là, maintenant, ce n'est plus le président du tribunal. C'est le tribunal lui-même qui est saisi de cette opposition. C'est pourquoi je disais donc la phase gracieuse, la première phase non contentieuse est portée devant le président du tribunal. Et donc la phase contentieuse est portée devant le tribunal de commerce de Conakry lorsqu'on est dans la zone de Conakry. Et donc la loi dit lorsque cette procédure s'ouvre, elle commence par une tentative de conciliation. Alors, on met l'accent sur cette tentative. Est-ce que c'est une phase obligatoire, la conciliation? La conciliation est une phase obligatoire. C'est une phase obligatoire. La loi impose cela. Je ne parle pas de disposition parce qu'on n'est pas entre juristes. On suppose que nos téléspectateurs ne sont pas entre les juristes. On ne va pas les embrouiller avec les articles. C'est vrai. Alors, lorsque vous prenez le législateur communautaire, il impose la tentative de conciliation. Et il dit quoi? Qu'à la première audience, le tribunal en charge de la procédure doit désigner un juge de la conciliation. Ce juge a pour obligation d'appeler les 2 parties en tenant compte du fait que la nature de la créance dont le recouvrement est poursuivi était peut-être contractuelle, en tout cas est partie sur une relation de confiance. Et donc, il doit d'abord tenter de concilier les parties. Alors, cette conciliation doit se dérouler dans un délai de 15 jours également. Avant de faire la conciliation, est-ce qu'il y a un délai pour désigner le juge de la conciliation? À la première audience. Dès lors que l'opposition à injonction de payer est enrôlée, parce que la procédure en tant que telle s'appelle opposition à injonction de payer. C'est-à-dire que c'est la procédure par laquelle le débiteur dit qu'il n'est pas d'accord de l'ordonnance d'injonction de payer qui a été prise en son encontre. Et donc, à la première audience, le juge appelle le dossier et désigne un juge conciliateur devant lequel il envoie les parties. Cette procédure donc doit durer 15 jours. À cette phase, ce que nous faisons, nous invitons les parties et leurs avocats et leurs conseils pour leur dire que bon, les avocats, vous connaissez la loi, vous connaissez la procédure, mais nous voulons discuter avec les parties elles-mêmes. Nous voulons discuter avec les parties elles-mêmes pour voir est-ce qu'il y a possibilité de les rapprocher. À cette phase, par exemple, le créancier peut venir dire que oui, il me doit 200 millions, mais il devait payer depuis le 10 janvier. On est aujourd'hui le 20 mars. Il n'a pas payé. Donc, je veux qu'il me paie mon argent. Peut-être le débiteur va expliquer pourquoi il n'a pas payé. Avec l'appui du juge conciliateur, avec son intervention, il peut peut-être accorder des délais de grâce. Il peut dire que bon, moi, au lieu qu'on reste dans la procédure là, je devais payer au mois de février, mais j'ai eu des difficultés. Je veux que vous demandez à mon créancier de m'accorder 3 semaines. Au lieu qu'on reste dans la procédure là, qu'il m'accorde peut-être 2 mois. Ou bien je suis prêt à payer peut-être 100 millions sur les 200 millions. Le reste, je préfère qu'il me donne un délai, je paye ça. S'il est d'accord,
le juge conciliateur dresse un procès verbal de conciliation qui remplace l'ordonnance de l'injonction de payer qui était prise initialement. Okay. Et donc c'est maintenant cette décision-là, ce procès verbal-là, signé par les parties, qui va être la décision. Et donc à partir de là, c'est homologué, ça remplace l'ordonnance de l'injonction de payer. C'est quoi l'homologation? L'homologation, c'est le fait pour le tribunal de prêter main forte ou de donner plus de valeur à l'accord des parties. Nous deux nous sommes entendus, mais peut-être il y a une première entente entre nous qui n'a pas été exécutée, notre contrat. Cette fois-ci, je dis bon, pour que je puisse être sûr, notre entente là, le juge va être témoin. Le juge va aussi apposer sa signature dessus pour dire j'homologue et je prends cet accord là pour faire le droit, pour faire la loi entre les parties. Je donne encore plus de poids à cet acte là. Alors, lorsque cette procédure aboutit, la procédure prend fin à ce niveau. Si elle n'aboutit pas, les parties par exemple sont venues, le créancier a dit qu'il me doit 200 millions. L'autre dit oui, je ne le dois pas 200 millions, je dois 100 millions. Il n'y a pas d'entente. Ou bien je reconnais que je le dois 200 millions, mais je ne peux pas payer maintenant là. Je devais payer en janvier. On est en mars, je n'ai pas pu payer, j'ai des difficultés. Je ne peux payer qu'au mois de décembre. Le créancier dit qu'il ne peut pas attendre. À partir de là, le juge constate l'échec de la conciliation et renvoie les parties devant le tribunal. Alors, la première version de l'acte uniforme sur la voie d'exécution disait que lorsque la tentative de conciliation échoue, le juge statue automatiquement sur le fond du litige. Ce qui était matériellement impossible parce que ça empêchait les parties de s'exprimer déjà, d'envoyer les moyens de défense. Et donc le législateur a revu cette procédure pour dire qu'elle échoue. Le juge conciliateur renvoie les parties devant le tribunal et la procédure continue. Il les renvoie, il dresse aussi un procès verbal pour les renvoyer ou quel est l'acte qui les renvoie devant la justice? Non, il constate, puisque le dossier vient en l'état, le juge constate l'échec de la tentative de conciliation et il renvoie le dossier à la plus prochaine audience. À la plus prochaine. Si par exemple les audiences se tiennent chez nous mardi, mercredi, jeudi, si le juge en charge du dossier a son audience le mardi et que la tentative de conciliation a échoué le jeudi, le juge conciliateur renvoie à la prochaine audience, c'est-à-dire le mardi, et dit aux parties, bon, je n'ai pas pu régler à l'amiable, allez-y devant le tribunal, là-bas vous allez engager vos moyens de défense et le juge va trancher. Et la loi impose que lorsque la procédure revient devant le tribunal, que le traitement du litige ne puisse pas dépasser 2 mois. On impartit vraiment ce délai. Maintenant, dans les faits, il appartient au juge d'imposer cette rigueur-là aux parties, aux avocats, à toutes les parties prenantes, pour leur dire, moi, je dois être dans l'impératif de 2 mois et je ne peux pas sortir de ce mois-là. Alors nous, déjà, au tribunal de commerce, nous sommes familiers à ces délais. Avant même que l'acte uniforme n'impose cela, la loi sur la juridiction de commerce impose au tribunal de traiter les procédures commerciales dans le délai de 2 mois et dans le délai de 3 mois lorsqu'il s'agit des procédures de fonds et dans le délai de 2 mois lorsqu'il s'agit des procédures d'urgence. D'accord. Alors, lorsqu'on revient devant la juridiction, le tribunal, admettons qu'il y ait une décision qui est rendue. Quelles sont les voies de recours qui s'offrent également aux créanciers ou aux débiteurs? C'est la voie de recours normale, l'appel. Parce qu'on aurait appris que en fonction de certains montants, par exemple 50 millions, je le mets en Guinée, que le tribunal de commerce statue en premier et en dernier ressort. Je ne sais pas si c'est le cas. Alors, au niveau du tribunal de commerce, ça c'est une particularité du tribunal de commerce de Conakry, qui n'est pas seulement propre au tribunal de commerce, parce que le tribunal de commerce de Cotonou fait pareil. Il y a des montants, si le seuil n'est pas dépassé, la juridiction statue en premier et dernier ressort. Dans notre cas, c'est ce qu'on appelle les petits litiges. Les petits litiges, ce sont les litiges dont le montant ne dépasse pas 50 millions. Bon, pour le quotidien de certains Guinéens, 50 millions, c'est pas petit litige. Alors, c'est vrai que dans les faits, ce n'est pas un petit litige. Mais bon, le législateur a voulu ainsi. Nous, on ne fait qu'appliquer. Alors, le législateur qualifie de petit litige ceux dont le montant ne dépasse pas 50 millions. Donc, dans ces cas-ci, le tribunal statue en premier et dernier ressort. Donc la voie de recours qui s'offre n'est que la voie de cassation. Mais donc lorsque c'est des montants qui dépassent 50 millions, 100 millions, 200 millions par exemple, lorsque le juge rend sa décision sur ordonnance, sur opposition à un genre de payer, la voie de recours qui s'offre c'est l'appel. Maintenant, il y a une précision également à apporter. Lorsque
le débiteur fait opposition et qui ne comparaît pas à la procédure d'opposition, la décision qui est rendue à son égard n'est plus une décision par défaut, c'est une décision contradictoire. Alors, parce qu'il ne pourra pas venir dire que bon, j'ai fait opposition, je m'assois à la maison, on évoque le dossier pour une première fois, pour une deuxième fois, une troisième fois. Chez nous, par exemple, lorsqu'on appelle le dossier 3 fois de suite, la loi nous impose de mettre en délibéré, parce que la loi sur les juridictions de commerce impose au niveau du tribunal de commerce de Conakry de ne pas dépasser 5 renvois. Alors, sauf vraiment des cas assez spécifiques. À défaut, le traitement du dossier ne doit pas être renvoyé au-delà de 5 fois. Et donc, si le dossier est appelé après plusieurs renvois, le débiteur qui a fait opposition à la de payer ne comparaît pas, on remet en délibéré, on vide la décision. À partir de là, il ne peut plus faire opposition. On considère que la décision est contradictoire à son égard, même s'il n'est pas venu. Ça se comprend. C'est lui qui a dit qu'il n'est pas d'accord. On vient lui donner l'occasion de venir dire pourquoi il n'est pas d'accord. Il ne vient pas également. Donc, bon, allons-y. Et même à la cour d'appel, la loi impose à ce que le dossier soit traité en appel dans le délai de 2 mois. Parce que vraiment, le législateur veut que le caractère accéléré soit mis dans le cadre de la procédure de pays. Et lorsqu'il n'est pas d'accord, il vient à la cour d'appel. Il s'adresse à qui? Au greffier de la cour d'appel. Est-ce qu'il y a un délai à ce niveau pour le greffier de rendre ou de transférer ou de transmettre le dossier? Oui, la loi impose à la juridiction d'instance. Le tribunal de commerce a rendu une décision, par exemple, sur opposition d'injonction de payer. À partir de là, l'une des parties dit qu'elle n'est pas d'accord. Si j'ai bonne mémoire, c'est 6 ou 8 jours que la loi impose au greffe de transmettre le dossier à la cour d'appel. Pour dire que non, la décision est prise. On ne doit pas perdre ce caractère accéléré là. Il faut transmettre le dossier. Lorsque vous partez au niveau du tribunal de commerce de Conakry, tous les présidents des tribunaux de commerce, nous n'avons connu que 2. Le premier président du tribunal de commerce a pu imprimer cette marque en imposant, conformément à la loi d'ailleurs, parce que la loi dit que les décisions soient rédigées avant d'être vidées. Et donc, c'est toujours ce qui suit. Le président Pierre Lama a imposé cela, le président Sékou Kandé l'a encore maintenu. Expliquez ça ça doit être rédigé avant d'être vidé. Alors, ça veut dire que vous avez une procédure. Vous l'avez appelée 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les parties ont estimé qu'elles ont donné tous les moyens de défense. Vous avez mis en délibéré. Mettre en délibéré suppose que le juge estime où les parties ont estimé qu'elles ont fini de dire ce qu'elles ont à dire. Le juge est d'accord. Moi maintenant, je me retrouve dans mon secret de délibération, dans mon rôle de juge pour prendre ma décision. Et donc dans cette prise de décision-là, il vous dit par exemple, je rends ma décision le 15 novembre. Alors, il doit pouvoir rédiger sa décision avant le 15 novembre. S'il n'est pas prêt le 15 novembre, il vous dit, bon, le 15 novembre, je ne suis pas prêt aujourd'hui, je renvoie au 22 novembre. Alors ce 22 novembre, s'il vient vous dire, voici la décision du tribunal. Le tribunal dit que c'est X qui doit à Y. Dès qu'il finit, il doit pouvoir déposer la décision au greffe. À partir de là, l'autre partie doit venir trouver la décision pour dire, je vais le lire. Pourquoi le juge dit que c'est X qui a raison et non moi Y? C'est à partir de là, il doit pouvoir dire que non. Le juge a dit que X a raison parce qu'il n'a pas tenu compte peut-être de mes arguments là. Mais si la décision n'est pas rédigée, il ne peut pas le savoir. Donc peut-être il va relever appel et après il va se rendre compte que non, il a eu la décision, c'est lui-même qui avait tort. Et donc à partir du moment où il vide la décision, il doit pouvoir remettre automatiquement sa décision au greffe, de sorte que celle qui a raison et celle qui n'a pas raison doit pouvoir prendre la décision pour dire oui, voici pourquoi je n'ai pas raison ou voici pourquoi j'ai raison. Alors, on a la chance de vous avoir puisque vous êtes aussi magistrat, vous êtes habitué à rédiger des décisions de justice. Lorsqu'on prend une décision de justice, comment elle est constituée? Parce que pour beaucoup, il n'y a pas que des juristes qui nous suivent. On aimerait bien savoir quelle est la disposition, qu'est-ce qui constitue une décision de justice. Alors, lorsqu'on prend une décision de justice, je ne vais pas aller vraiment sur l'aspect forme prévu dans le code. Je sors juste des éléments qui permettent à chacun de voir ce qui doit indispensablement être dans une décision de justice. Alors, on doit déjà savoir que la décision est rendue au nom du peuple de Guinée. C'est pourquoi sur toutes les décisions de justice, vous avez un caractère très apparent, la mention au nom du peuple de Guinée. Parce que
c'est vrai, le juge rend la décision par le biais du tribunal. Le tribunal rend la décision, mais ce n'est pas en son nom. C'est au nom du peuple de Guinée. Au nom du peuple de Guinée, parce que c'est en appliquant les lois qui sont adoptées par l'Assemblée nationale, élue par le peuple de Guinée, au nom duquel donc la justice est rendue. Et donc après cela, c'est vrai, c'est au nom du peuple de Guinée, mais la juridiction qui a rendu la décision, on doit pouvoir l'identifier. On doit pouvoir l'identifier parce que parmi les voies de recours, peut-être, je pourrais dire que non, la juridiction qui a rendu la décision ne devrait pas. Moi, je suis à Kankan. On vient à Koya pour prendre une décision à mon insu. On prend une décision, on va exécuter. Moi, je suis à Kankan, alors que la loi dit que c'est dans le ressort de ma juridiction où je suis domicilié qu'on doit prendre. Là, par exemple, on doit pouvoir identifier la juridiction qui rend la décision. Et ensuite, la composition de la juridiction. Qui présidait cette audience-là? Très bien. Le juge qui était là, qui était greffier. S'il y avait des accessoires chez nous, par exemple, des juges consulaires, on doit pouvoir les identifier. Et ensuite, on doit pouvoir ressortir la décision, les parties qui étaient opposées. Je prends par exemple une décision, on dit X contre Y, X demandeur, Y défendeur. Mais on est en train d'exécuter contre Z. Moi je viens, je dis, mais attendez, regarde la décision là. Je ne suis pas de cette décision, mais on vient exécuter contre moi. Et donc on doit pouvoir ressortir ces éléments. On doit pouvoir également relater les faits. Qu'est-ce qui s'est passé entre les parties? Les parties, on donne les explications, ça doit ressortir la décision. Et ensuite, on a la motivation. La motivation, c'est maintenant l'œuvre du juge. L'œuvre du juge, pourquoi? Par rapport à ces faits, voici ce que moi j'ai décidé, voici ce que je décide. Et ensuite, on a le dispositif qui est la dernière partie, qui retrace tout ce que le juge a ressorti en confrontant les faits à sa motivation pour dire voici la solution qui est retenue. Alors, on apprend beaucoup dans cette émission. Comme vous le savez, Tribune Citoyenne, c'est l'émission où on vient apprendre, on se sert à satiété. Alors, monsieur le juge, on va revenir à notre injonction de payer. On était au niveau de l'appel. Alors, après là-bas, quelle est l'autre voie de recours? Alors, lorsque la décision est rendue sur appel, bien entendu, et que l'une des parties n'est pas d'accord, elle ne peut que se pourvoir en cassation. Et dans le cas de la procédure d'injonction de payer, celle-ci ne peut être portée que devant la Cour commune de justice d'arbitrage qui se trouve donc à Abidjan. Elle ne relève pas de la compétence de la Cour suprême de Guinée ou des cours suprêmes de nos États partis. Voilà donc la particularité de cette procédure. Elle renvoie donc, puisque c'est une matière harmonisée, lorsque l'une des parties estime que la juridiction d'instance et celle d'appel n'ont pas dit le droit conformément à l'acte uniforme, il va sans dire que c'est les sages de la CCJA qui vont être en charge de vérifier est-ce que ceux-ci ont dit le droit, est-ce que la régularité de la procédure a été observée, est-ce que le juge d'instance, est-ce que le juge d'appel a vérifié, a exactement dit le droit. Parce que celle-ci, contrairement à nos juridictions suprêmes nationales, n'est pas que juge de droit, elle est à la fois juge de droit et juge des faits. CCJA. Alors, vous l'aurez compris, tout a été pratiquement dit sur la procédure d'injonction de payer. Alors, on a la chance d'avoir le juge Malgloire Kouadio, comme je le rappelle souvent. Il est modèle pour beaucoup de juristes dans les facultés de droit. Et on va revenir sur votre parcours un tout petit peu. Alors, vous êtes également le président du Cercle Ouada de Guinée. Alors, parlez-nous un peu du Cercle Ouada de Guinée. Alors, le Cercle Ouada, comme j'aime l'appeler, c'est un bébé. C'est un bébé qui m'est très cher. Alors, le Cercle Ouada, l'idée est née depuis le milieu universitaire. Depuis le milieu universitaire, parce que déjà, en faculté de droit, j'étais dans un club Ouada. J'étais dans un club Ouada qui m'a tout donné. Et dans lequel j'ai appris le mouvement associatif. Alors, à la tête de ce club, il y avait Dr Bonomi, que je salue de passage, qui est aujourd'hui au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui ne cesse de nous attirer, parce qu'il m'attire également de ce côté. Et en faculté de droit, depuis la deuxième année, il a commencé à nous inciter vers ce club Ouada. Mais bon, après la licence, nos visions se sont un peu dispersées. Il n'était plus à la tête du club. Donc ceux qui dirigeaient le club et moi ne partageons plus les mêmes visions. Puisque bon, le monde associatif est caractérisé par la liberté d'entreprendre. Avec d'autres amis avec qui j'avais fréquenté, qui étaient également dans le club, nous nous sommes dit pourquoi ne pas mettre en place notre club également. Et donc on a créé ce qu'on a appelé le Cercle Ouada de Guinée.
Et en ce moment, il y avait le Cercle Ouada de Guinée, il y avait le Club Ouada des universités de Guinée, qui est vraiment le club le tout premier. Il y avait le club des amis de l'Ouada et ensuite il y avait l'association des juristes en action pour le droit, la JAT, de notre aîné commun, Momoya Silla. Ce sont les 4 clubs que nous avions en ce moment. Mais après, bon, nous, beaucoup de ces clubs se sont un peu retirés du monde associatif. Nous avons continué. Depuis donc 2014-15, le club Ouada a continué. Et aujourd'hui, nous avons mené pas mal d'activités dans le milieu universitaire, avec un concours qu'on a appelé le concours universitaire en droit Ouada, qui participe à l'émulation au sein des universités, qui crée beaucoup de sensations et qui nous permet d'avoir pratiquement chaque année une équipe qui nous représente au niveau du concours international Junior. Les éditions s'enchaînent. Chaque fois, il y a des concours qu'on organise avec des étudiants, avec des universités, et qui nous permet quand même d'outiller les étudiants en leur permettant d'apprendre davantage le droit Ouada, mais aussi en leur donnant des opportunités de stage. En leur donnant des opportunités de stage pour leur permettre de découvrir le milieu professionnel pendant qu'ils sont encore à l'université. Alors l'autre chose, c'est que vous avez aussi un master en droit de la propriété intellectuelle. Qu'est-ce qui vous a amené vers la propriété intellectuelle? Alors, contrairement au droit Ouada que j'ai découvert à l'université, la propriété intellectuelle, je l'ai découvert dans la vie professionnelle. C'est avec mon arrivée au tribunal de commerce que j'ai commencé à découvrir les questions de propriété intellectuelle. Saisi d'un litige, de 2 litiges, de 3, tu te rends compte qu'il y a une matière que tu ne connaissais pas, mais dans les faits, en tant que juge, tu es saisi d'un litige, tu ne peux pas t'abriter derrière cela. Tu refuses de juger parce que tu ne connais pas la matière, tu commets un déni de justice. Tout à fait. Et donc je me suis dit, attention, il y a une nouvelle matière pour moi que je viens de découvrir dans ma vie professionnelle. Il faut bien que je m'intéresse à celle-là. Et donc je me suis dit, il faut que je me renseigne. Et ironie du sort, je me renseigne, je me rends compte que Dr Gonomi est également au niveau de l'OAPI. Je lui tiens, je veux bien découvrir ce monde. Là, il me fait part d'un master que l'OAPI organise chaque année. Il m'envoie les renseignements, je postule. Je postule et je suis retenu à ce master que j'ai fait en 2024. Une bonne partie en ligne et 6 mois en présentiel à Yaoundé, à l'issue duquel vous présentez un mémoire. Et bon, par la grâce de Dieu, on a présenté un mémoire sur le nantissement des droits de propriété intellectuelle. Toujours pour faire un peu le croisement entre le droit Ouada et le droit de la propriété intellectuelle. Parce que j'ai découvert que c'était passionnant. Du droit Ouada. Non, pas du tout. On s'est dit, voilà 2 organisations qui cohabitent, qui ont quasiment les mêmes États membres, à l'exception d'un seul État, qui est membre de l'OADA, qui n'est pas membre de l'OAPI. Donc on s'est dit que bon, il y a quand même une matière que les 2 ont en commun. Quand vous prenez les droits de propriété intellectuelle, le droit OADA dit qu'ils peuvent faire partie des droits en entier, qui peuvent être affectés en garantie. Alors que l'accord de Bangui également dit que ce sont des titres qu'on peut nantir. Mais le régime étant différent, il était important pour nous de ressortir les éléments pour après dire qu'est-ce que nous proposons aux 2 institutions pour éviter qu'il y ait des litiges auxquels nous sommes confrontés dans la vie pratique. Alors l'autre chose, c'est que vous avez également une licence en droit de l'arbitrage. Alors on se demande déjà juge, mais vous allez aussi en arbitrage. On sait qu'il y a en Guinée notamment la chambre d'arbitrage et il y a certains litiges aussi qui sont portés devant cette chambre-là. Est-ce que c'est aussi une autre passion pour vous d'être arbitre? Oui, naturellement. Notre passion déjà étant de trancher. C'est vrai que beaucoup diraient pourquoi ne pas rester dans le système classique de la justice étatique. Mais comme vous le dites, le droit de l'arbitrage, c'est un droit qui est en train de prendre son espace, en train de prendre son envol. On voit un peu que les plus grands arbitres qui viennent, même dans nos États, lorsque nos États vont en contentieux, en litige à l'international, ils sont obligés de recourir aux arbitres d'ailleurs. Alors que nous nous avons un peu de potentiel à vendre quand même. On s'est dit pourquoi ne pas s'intéresser à cet autre monde, dès lors qu'il y a des contentieux qui arrivent. Au niveau de la juridiction étatique, nous ne pouvons pas les connaître.
Parce que les partis ont décidé de sortir de ces litiges-là de la compétence de la gestion étatique. Et donc nous nous sommes dit, s'il y a possibilité d'être saisi ou d'être désigné par les partis, ou par une partie tout au moins comme arbitre pour venir trancher du litige, il est important de s'outiller déjà pour ne pas que les arbitres ne soient que des arbitres extérieurs, pour que nous aussi nous puissions nous préparer à avoir les compétences requises pour concurrencer ceci. Alors je vais vous poser une question aussi sur votre parcours, c'est quel est votre rêve? C'est vrai, il y a beaucoup de juristes qui nous regardent, des étudiants en fac de droit qui aimeraient être juges, notamment pourquoi pas au tribunal de commerce, et qui rêveraient également avoir votre parcours. Mais quel est le rêve du juge Malgloire aujourd'hui? Alors, je crois que mon rêve, c'est ce que je suis en train de vivre. D'accord. C'est ce que je suis en train de vivre. Le rêve de magistrat, c'est pas tomber dessus en fait. D'accord. C'est vraiment un rêve d'enfant. C'est parti déjà du fait peut-être que je suis né dans une famille un peu juriste. D'accord. Ma maman est juriste. D'accord. Donc j'ai grandi avec les cours d'à côté. D'accord. Avec les cours d'à côté, avec un grand-père qui était magistrat, que je voyais donc régulièrement dans les Se procès. frotter au droit. Voilà, donc j'avoue que c'était déjà un petit rêve d'enfant. Maintenant, après, on a commencé le chemin comme ça. On a décidé, pourquoi ne pas choisir entre l'avocature, le notariat, la magistrature. On a décidé de suivre le chemin de la magistrature. Parce que pour moi, c'est le métier qui me colle le plus. D'accord. Le métier qui me colle le plus, en tout cas pour le moment. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais pour le moment, je me sens très à l'aise dans ce milieu. Je fais mon petit chemin et... Vous ne fermez pas les portes, hein? Vous rêvez. Non, voilà. Je ne ferme pas les portes. Je veux bien grandir dans ce milieu. Je veux avancer sur la carrière que Dieu m'ouvre. Je pense que pour le moment, il m'ouvre un chemin assez bien plané. Je pense que par la grâce de Dieu, je veux continuer à gravir les échelons dans ce milieu-là. Pourquoi pas peut-être aller un jour à la CCJA. C'est le rêve de tout magistrat qui se frotte en tout cas à l'OADA. Le rêve de tout magistrat qui se frotte à l'OADA, c'est demain se retrouver à la CCJA, dire que oui, j'aimerais bien que mes décisions soient lues au-delà des frontières de la Guinée comme étant des références. D'accord. Alors l'autre chose, Monsieur Malgloire Kouayo, quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est déjà vous remercier, vous encourager sur cette émission. Elle est jeune comme vous et les différents invités. Je pense qu'il est important de cultiver aujourd'hui le droit. Cultiver le droit pour encourager les justiciables à ne pas avoir peur du droit. Le droit, si on l'écoute, on se rend compte que la vie en société est assez libre. La citoyenneté doit être notre affaire à tous. La justice ne doit pas être un endroit où on vient déchirer les vêtements à jamais. On peut se retrouver là sur indifférent. On quitte là, on se retrouve demain et tout se passe encore bien. Voilà, le tribunal de commerce, notre mission, c'est d'encourager cela, de faire en sorte que les justiciables puissent être à l'aise. C'est d'ailleurs pourquoi, au niveau du tribunal de commerce, il n'y a pas que les magistrats professionnels. Il y a d'autres qui ne sont pas magistrats de carrière, qui sont issus du secteur bancaire, du monde des affaires, qui viennent pour rassurer les praticiens que non, venez là, il y a la confiance, il y a tout ce qu'il faut pour que vos litiges soient traités par des conseils que nous donnons aux juges et que vraiment chacun puisse retrouver le sourire à la fin du procès. Alors, il ne reste qu'à vous dire merci, monsieur le juge Malgloire Kouayo. Aimables téléspectateurs, tout à l'heure, vous aurez votre rubrique pédagogique, la notion de droit. Est-ce que tu sais que si tu offres des cadeaux à ta fiancée et qu'après vous rompez les fiançailles, tu peux réclamer les cadeaux? Oui, ça peut paraître bizarre, mais je t'explique. C'est un peu la folie de la loi. D'abord, parlons des fiançailles en droit guinéen. C'est la première étape du mariage. Il faut donner son consentement, avoir au moins 2 témoins pour chaque fiancé et un représentant de la famille de chaque fiancé. Pas question de faire ça en cachette. Et en Guinée, la loi n'a pas fixé la durée des fiançailles. Tu peux donc être fiancé à vie si tu le veux. Pas de pression, ça n'engage que toi et ton conjoint. Surtout, les fiançailles ne t'obligent pas à te marier.
c'est un accord moral, pas une prison. Mais voilà la partie la plus intéressante, la rupture des fiançailles. Ici, deux choses peuvent arriver et ça peut te surprendre. Parce que d'abord, la première des choses, c'est la restitution des cadeaux. Tous les cadeaux d'une certaine valeur offerts pendant les fiançailles peuvent être réclamés par celui qui les a offerts. Donc, si tu as offert une bague qui a coûté le prix d'une voiture, mieux vaut espérer que ton cœur reste intact au lieu de briser le cœur de l'autre. Ensuite, le préjudice moral. Si ton fiancé ou ta fiancée rompt brusquement, tu peux saisir le juge civil pour demander réparation du préjudice subi. En gros, avant de briser le cœur de quelqu'un, assure-toi que ce n'est pas un juriste, sinon ton portefeuille va pleurer. Alors voilà les fiançailles, c'est sérieux, même si ça ne t'oblige pas à te marier, et surtout, réfléchis bien avant d'offrir ce cadeau. Chaleureux téléspectateurs, le plaisir fut pour nous de vous servir encore une fois. Tribune Citoyenne, c'est l'émission où on vient apprendre, on se sert à satiété. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le constater sur l'injonction de payer, notre invité était aussi à la hauteur de nos attentes. On a beaucoup appris et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Au revoir.